Merci de nous suivre sur l'Espace TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7Info. Nous nous envolons en Afrique de l'Est à la découverte d'un pays, le Rwanda, où depuis quelques années, un vent d'optimisme s'ouvre sur la génération née après le génocide de 1994 qui a fait plus de 800 000 morts. Le pays voit dans les nouvelles technologies un moteur de sa renaissance. Même s'il n'apprécie pas la liberté d'expression propre aux réseaux sociaux, le président Paul Kagame mise sur le numérique et sur une nouvelle génération technophile pour développer son pays. Pourtant, les 3/4 de la population rwandaise n'ont pas accès à l'électricité et les jeunes entrepreneurs sont confrontés à un manque de compétences. Mais dans la capitale, les entrepreneurs high-tech en herbe se retrouvent au K-Lab, financé par le gouvernement et des organisations internationales. Un environnement propice aux échanges, à l'émulation collective et à l'éclosion des startups. La création est essentiellement virtuelle, que ce soit des sites internet, des services par SMS et des applications pour téléphone portable. S'il est vital de créer de l'emploi alors que près de la moitié du budget du pays dépend de l'aide internationale et que 40% des Rwandais vivent sous le seuil de la pauvreté, les banques sont frileuses à l'idée de prêter de l'argent à ces jeunes qui veulent se lancer en vendant leurs idées sans garantie financière. Des obstacles pour cette transition vers un avenir technologique. Rwanda, le déclic high-tech, suivez. Bienvenue au pays des deux vérités, au pays des deux réalités, au pays des 1000 collines, au pays des 1000 vallées. Ici, pas de tracteurs, pas de machines, le Rwanda est un pays pauvre. Mis à part le café et le thé, il exporte peu. 90% de la population vit de l'agriculture, c'est l'une des vérités de ce pays. Les images de ce travail manuel difficile ne laissent à aucun moment soupçonner l'autre réalité, celle de la saisie moderne des données et de leur transfert à haut débit. Nous utilisons les machines. Quand le télécriteur vient ici, il parle le numéro, je mets dans la machine. Quand je mets le numéro, je vois directement le nom et je pèse. Quand je pèse, il reçoit le facture ici. L'avantage, il y a la transparence. Depuis qu'il y a ces machines, la pesée est transmise directement au personnel de la fabrique qui nous paie. Maintenant, nous n'avons plus à craindre d'être trompés ou volés, comme c'était souvent le cas avant. Plus de la moitié des Rwandais vit encore sous le seuil de pauvreté. Beaucoup n'ont accès ni à l'eau, ni à l'électricité. L'autre réalité, c'est celle de la capitale, Kigali, et de son million d'habitants. Ici, les rues sont goudronnées, propres, et reflètent le développement rapide qu'a connu le pays. Ces bureaux sont une offre spéciale du gouvernement, avec accès gratuit à Internet et raccordement électrique permanent. Un véritable terrain de jeu pour la génération geek. Ici, les startups s'essayent aux applications novatrices dans les domaines de l'approvisionnement énergétique, de la finance, de la communication ou des transports. Elles développent des logiciels pour les jeux, la gestion du personnel, les autorités fiscales et les aéroports. Une véritable pépinière de jeunes entreprises qui tentent de transformer leurs idées en modèles commerciaux efficaces. Ici, tous rêvent de devenir un jour le nouveau Bill Gates. Cet endroit est d'abord une communauté de semblables, de personnes qui peuvent te conseiller, apporter une nouvelle perspective. Il s'agit aussi d'une plateforme de travail gratuite avec Internet. On peut y réaliser ses rêves, travailler sur ses idées, élaborer ses produits.
On peut aussi assister à des conférences et des discussions. Les entrepreneurs font des briefings et les investisseurs potentiels viennent sur place. Ceux qui ont un projet peuvent le présenter ici et trouver un investisseur. Juste à côté, des étudiants donnent corps à leurs idées à l'aide d'une imprimante 3D. Les applications pratiques ne manquent pas, mais les investisseurs restent rares. Nous avons construit un prototype de notre idée. Cette lampe fonctionne par oxydation. Au début, ce n'était qu'une idée. Maintenant, elle s'est concrétisée. Il suffit de mettre l'eau et les autres composants ici pour avoir de la lumière. Le Rwanda revient de loin. Chaque année, le pays commémore le génocide de 1994 qui a fait près d'1 million de morts. Aujourd'hui, le président rwandais Paul Kagame dit volontiers tout le bien qu'il pense du progrès technologique. Il parle en revanche moins de démocratie. Son style autoritaire fait régulièrement l'objet de critiques, notamment à cause de la presse muselée et de l'opposition, largement réprimée. Paul Kagame dirige son pays à la manière d'une entreprise. La gestion, intraitable, se fait par le haut et le discours officiel est bien huilé. Le président Kagame est à l'origine de cette vision d'une transformation du pays pour passer d'une économie basée sur l'agriculture à une économie basée sur la connaissance. Il a lancé ce projet en 2000. Les commentateurs internationaux l'ont souvent baptisé le président numérique de l'Afrique. Il est actif sur les réseaux sociaux. Il veut que les technologies de l'information et de la communication deviennent un élément central de notre stratégie de développement socio-économique, mais aussi de tout le continent africain. Il promeut la technologie dans toute l'Afrique de l'Est. Il est à la tête de l'alliance Smart Africa, dont l'objectif est de réaliser au niveau panafricain ce que nous faisons ici, au Rwanda. Il s'agit de sa vision du numérique. C'est avec elle que tout a commencé. Muhima CBD is the new financial district of Kigali. La capitale veut devenir la vitrine du pays, une ville propre, florissante, avec une économie internationale, portée par des gens éduqués et ouverts sur le monde. Une ville qui fournit des informations, des communications et des prestations sur le marché mondial. Le gouvernement essaie de faire tout ce qui est possible pour que Kigali soit un centre urbain d'excellence. Ça, c'est la vision qu'on a pour Kigali dans une vingtaine d'années, donc dans 2040. On aura des hôtels, et des coins de loisirs et pas mal de coins là juste pour qu'on appelle ça green, pour avoir une ville qui a un standard global. Tout le monde rêve de vivre en effet quoi. À Kigali, on se croirait déjà à une autre époque. Pourtant, les investisseurs font encore défaut dans un pays où 40% du budget de l'État dépendent encore de l'étranger. Le Rwanda estime avoir besoin d'hôtels pour les conférences, mais en même temps, de nombreux projets pour l'approvisionnement en énergie et la construction de routes ont dû être repoussés. Ce sont les investisseurs privés qui devront désormais booster l'économie nationale. En tant qu'employé du gouvernement, Maurice fait l'article. On fait de sorte que la région, tout le monde, il y a la destination, tout le monde vient ici à Kigali pour pouvoir, profiter de ces services, pour pouvoir, par exemple, voler en avion dans la région facilement, pour pouvoir, profiter de cette connectivité, pour pouvoir, profiter de ce centre financier qui est Kigali déjà. Moi, je suis super optimiste et d'ailleurs, tous les Rwandais le sont en effet. Malgré tous ces efforts, le Rwanda est encore très loin de ses objectifs. La ville vitrine cache elle aussi des quartiers aux routes défoncées, sans canalisation. Tout ce qui est ancien doit disparaître au profit de la nouveauté. Ces maisons seront bientôt détruites. On va trouver des lotissements, de nouveaux lotissements pour les gens, pour pouvoir, construire des maisons où il y aura quand même de
pas mal d'activités, les infrastructures, de la route, l'adduction d'eau et puis l'électricité. Et puis bien sûr, disons pas mal d'autres facilitations qui font que donc, on est dans une ville qui a des normes de standards internationaux. 3000 personnes ont dû vendre leur terrain à l'État à des prix dérisoires pour libérer un premier lotissement sans savoir où elles résideraient ensuite. Au total, cela représente 4500 logements pour 22 000 acheteurs. L'État a mandaté une entreprise chinoise pour un marché d'une valeur de 150 millions de dollars. Ça reflète donc ce qui va donc se dessiner dans quelques années à venir au Rwanda, parce que donc pas mal de coins de Kigali va contenir ce genre, disons, de bâtiments, de bâtisses pour donc les citadins, donc les gens qui vivent à Kigali. Une maison mitoyenne coûte 300 000 dollars, un prix exorbitant pour le citoyen moyen. L'un des principaux projets informatiques touchant la vie quotidienne est le système de paiement démonétisé mis en place depuis 2 ans par les 3 compagnies de bus semi-publics. 120 000 personnes utilisent ce ticket d'un nouveau genre. Volontiers célébré comme une réussite nationale, ce système de carte est en réalité une simple méthode de facturation, comme il en existe tant d'autres à Londres, Stockholm ou Istanbul. Ce système, ça vient de l'État. C'est un programme de l'État d'abord qui a commencé dans des autres domaines, par exemple dans le commerce. Mais aujourd'hui, c'est le tour de transport. C'est le tour du transport. Aujourd'hui, donc c'est pas le propriétaire du compagnie qui est l'inventeur du système. Donc c'est le système qui est venu de l'État. D'après les chiffres officiels, près de 40% des bénéfices disparaissaient auparavant à cause de la corruption. Aujourd'hui, l'État perçoit les taxes grâce à des statistiques claires. Les chauffeurs ne peuvent plus frauder. Les clients ne négocient plus le prix du billet. Un prix pourtant loin d'être négligeable. La carte rechargeable coûte environ 5 € et le trajet 2 €, quelle que soit sa durée. En avant, ce n'était pas facile, les gens ne comprenaient pas pourquoi, mais au fil et à mesure, c'est la technologie, c'est l'évolution. Le problème est seulement pour les gens qui viennent de l'intérieur, dans les provinces. Ils ne savent pas pourquoi la carte. Aussi, il peut avoir un seul trajet ici à Kigali. Il va retourner ici dans 2 mois, combien de mois. Acheter la carte, ce n'est pas facile. Ils ne voient pas l'avantage. Pourquoi? Oui, c'est ça le premier pour les gens qui vivent ici en Kigali. Ça va. Quand ils ne prennent pas le bus, les Kigalois font appel aux quelques 5000 mototaxis de la ville. Ici aussi, la numérisation étend son territoire. Dauphine utilise les mototaxis depuis des années pour se rendre au travail. Maintenant, il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'un conducteur enregistré arrive quelques minutes plus tard. Safe Motos est la dernière application à la mode dans la métropole. Tout le monde prend des mototaxis, mais il peut arriver que les mototaxis traditionnels volent le téléphone portable ou le porte-monnaie de leurs clients une fois qu'ils l'ont déposé chez lui. C'est pour ça que j'utilise Safe Motos, pour avoir un moyen de transport sûr. Le conducteur est enregistré, tout comme le client et la destination. Sur les 200 000 trajets effectués quotidiennement en mototaxi à Kigali, Safe Motos en couvre tout juste 500. L'application est encore marginale, même si sa part de marché augmente. Cela n'empêche pas les autres conducteurs de jalouser Emmanuel, qui a non seulement effectué une formation de sécurité et une autre en GPS, mais a en plus la garantie d'avoir des courses. Eux doivent souvent attendre des heures. Quand les affaires vont mal, les mauvais jours, je n'enregistre que 10 trajets par jour. Mais quand tout va bien,
Je réalise au moins 15 à 20 trajets par jour. La start-up emploie déjà 100 conducteurs. Le sous-sol du Rwanda doit également contribuer à l'envol économique du pays. Un câble à haut débit est actuellement installé dans la capitale. L'objectif, que l'ensemble du pays ait bientôt accès à Internet. Selon les données officielles, 5000 km de câbles ont été posés jusqu'à présent. Par jour, on fait à peu près entre 25 et 30 maisons. Et aussi, ça varie, ça veut dire on claise entre 600 et 1 km. 600 mètres et 1 km. Pascal, l'ingénieur, ne pourra jamais se payer un tel raccordement. L'abonnement coûte 70 € par mois, alors que le salaire mensuel moyen est inférieur à 50 €. De toute façon, les câbles à fibre optique seront d'abord posés dans les quartiers chics. Ceux qui n'ont ni électricité ni réseau sans fil s'assoient dans la rue, comme ici, dans l'unique zone piétonne de Kigali. C'est le seul moyen d'avoir accès aux réseaux sociaux et de communiquer avec l'étranger. L'ambiance est lourde, la liberté n'est qu'apparente. Tout accès à Internet est contrôlé. D'ailleurs, personne n'accepte de parler devant la caméra, sans doute à cause des nombreux indices présents. La zone économique spéciale créée aux portes de la capitale est une autre mesure voulue par le gouvernement pour renforcer le rôle du Rwanda comme pôle économique régional. Une entreprise sud-américaine a d'ailleurs gagné le gros lot en concluant un contrat de 5 ans avec le régime du président Kagame. Son nom, Positivo BGH. Elle doit livrer 150 000 ordinateurs portables destinés au système scolaire national dans le cadre de ce partenariat à 40 millions de dollars. Plus tard, la même méthode devra servir à vendre des téléphones mobiles, des tablettes et des téléviseurs sur le marché privé. Nous réalisons le montage. Le matériel nous est envoyé partiellement assemblé et nous n'avons plus qu'à monter les composants manquants pour obtenir l'ordinateur fini, prêt à être utilisé. L'astuce consiste à importer des ordinateurs à bas prix et à moitié finis de Chine avec une taxe d'importation réduite. Les composants de base sont ensuite complétés avec les pièces manquantes et l'ensemble est estampillé Made in Rwanda. Seuls les mauvais esprits verraient dans cette pratique de la publicité mensongère. Nous sommes les seuls actuellement à pouvoir importer le savoir-faire et l'expertise de nos actionnaires, BGH Argentina et Positivo Brasil, dans ce pays. À l'avenir, nous espérons pouvoir nous implanter non seulement au Rwanda, mais dans toute l'Afrique de l'Est, et même dans toute l'Afrique. Positivo déclare vouloir ainsi contribuer à l'enseignement au Rwanda et pourrait livrer jusqu'à 750 000 ordinateurs portables. L'entreprise a surtout su comprendre l'opportunité majeure que représente le continent africain. Nous voulons couvrir différents segments du marché numérique avec nos partenaires locaux. Nous sommes par exemple en mesure de livrer des terminaux de paiements électroniques. Il s'agit d'appareils révolutionnaires pour le calcul fiscal qui permettent de saisir les impôts partout en Afrique. Nous sommes également très satisfaits de cet appareil. C'est un compteur électrique intelligent qui permettra d'améliorer la situation sur les réseaux électriques de l'Afrique tout entière. C'est la meilleure solution pour le système d'approvisionnement local. La porte d'entrée d'un marché lucratif est grande ouverte et lorsque les entreprises s'invitent à la fête, le message dépasse souvent la réalité. It is information, communication and technology. Au Rwanda, la plupart des écoliers n'a jamais touché et encore moins utilisé un ordinateur. Dans les villages,
l'excitation est à son comble quand les premiers ordinateurs sont livrés dans les écoles. Ces adolescents ont entre 16 et 18 ans. Quand on regarde le monde et notre génération, la technologie est partout. Si vous avez des connaissances, mais que vous ne maîtrisez pas l'informatique, vous ne pouvez rien faire. Mon rêve est de connaître parfaitement l'ordinateur. Le jour où j'en aurai un à moi, je l'utiliserai pour aider les autres. Près de la moitié des 12 millions de Rwandais a moins de 15 ans. Dans ces conditions, le pays n'a d'autre choix que de miser sur une relève bien formée. Il n'y a qu'ici qu'ils peuvent acquérir des connaissances pratiques. C'est quand ils rentrent à la maison que les problèmes commencent. Le gouvernement a certes commencé à distribuer les 70 000 ordinateurs dans les écoles, mais aucun de ses élèves n'en possède un à la maison. La génération des aînés, elle, a raté le coche. Et même les 20-25 ans ont des raisons de craindre leur exclusion du grand bond en avant numérique. À la fin de leur scolarité, les jeunes suivent une année d'enseignement patriotique et d'éducation militaire. Désormais, ils seront aussi formés au numérique. Si je suis capable de me servir d'un ordinateur, je peux travailler sur plein de choses différentes. Ce pays est peuplé de jeunes et nous voulons prendre notre futur en main. Les ordinateurs peuvent nous aider à déterminer notre avenir, car ils donnent par exemple accès au business. Depuis 2009, des bus gouvernementaux comme celui-ci se déplacent de village en village. Pendant 2 semaines, ils offrent des cours de base sur place, 4 bus pour tout un pays. À la maison, nous n'avons pas d'ordinateur. Ici, nous pouvons nous exercer. Les téléphones mobiles ne permettent pas de décrocher un emploi. Même s'ils savent se servir de Facebook et de WhatsApp, la majorité d'entre eux est incapable d'utiliser les programmes comme Excel, PowerPoint ou Word. Et même s'ils peuvent s'en servir, leurs connaissances sont très limitées. Ils ont besoin d'être formés afin de pouvoir exploiter ces connaissances lorsqu'ils trouvent un emploi. Une jeunesse qui oscille entre espoir et illusion. Cependant, les 2 changements que connaissent actuellement les administrations régionales n'ont rien d'une illusion. Désormais, tous les dossiers administratifs sont créés et saisis numériquement, du permis de conduire aux données du cadastre, en passant par les actes de divorce. Cette femme est venue déclarer la naissance de son bébé. Avant, cette technologie n'existait pas. Il fallait d'abord se rendre à l'administration responsable, puis à la banque pour payer, puis revenir ici pour pouvoir enfin déclarer l'enfant. Aujourd'hui, le service est très rapide, car nous ne devons plus aller à la banque. Les 2 personnes derrière l'ordinateur sont ici, à l'administration. Il suffit d'aller les voir et de payer pour recevoir un SMS de confirmation. Ensuite, on peut aller chercher l'acte de naissance chez le notaire. Un service parfait et un avantage majeur pour l'État qui enregistre ainsi ses citoyens dans les moindres détails. Origine, situation familiale, domicile, situation fiscale, maladies éventuelles et couverture sociale. Toutes ces informations sont collectées à partir de 16 ans et enregistrées sous un numéro d'identification unique. Dès qu'ils nous donnent leur numéro d'identification, nous obtenons toutes leurs informations personnelles. Ce numéro couvre tout.
et le système donne l'ensemble des données. Il n'y a pas de vie privée. Nous pouvons tout utiliser. Le Rwanda veut avancer vite et aller loin. Mais à quel prix? Le pays ne possède aucune loi sur la protection des données et des voix s'élèvent pour critiquer ce contrôle absolu. Que reproche-t-on au contrôle? Tout dépend de la définition qu'on donne au mot. S'il s'agit de connaître les chiffres actuels de la population, le contrôle est plutôt positif, non? Les chiffres de jeunes ayant terminé leur scolarité ou des inscriptions à l'école sont un facteur positif à contrôler. Je suis convaincu qu'il est toujours bénéfique d'avoir accès aux données de la population pour en faire une utilisation appropriée. Y a-t-il un risque d'abus? C'est possible, mais pas de la part du gouvernement. Le gouvernement est bien déterminé à mener la révolution numérique à son terme. Une politique volontariste au coût énorme, sans plan B. Aujourd'hui, 2 Rwandais se côtoient. Notre jeune maire a quitté son administration régionale hyper connectée. Elle rentre chez elle, là où il n'y a toujours pas d'électricité, pas de médecin, là où elle et ses enfants n'ont pas assez à manger. En tout cas, un exemple à suivre pour les autres pays africains. Merci donc. Voici comment on se quitte au compte de cette émission. Merci de votre aimable attention. Les programmes continuent sur Espace TV. Regardons mieux.